d'une rhétorique de l'exagération constante. Et c'est grave, parce que là, on est dans la démesure. Et il le dit encore, qui exigerait la détestation d'Israël? Qui exigerait ça? Qui exigerait la destruction d'Israël? Qui ici, qui dans le mouvement altermondialiste, et je pense qui est dans l'entourage de Tariq Ramadan, peut exiger quoi que ce soit pour que les Juifs appartiennent au genre humain? Vous vous rendez compte de l'horreur que vous proférez, qui est le socle même de l'antisémitisme? C'est terrible de dire ça. Mais personne, je peux vous dire, il y a des gens qui en effet sont antisémites, il y a des gens qui brûlent les synagogues, vous avez parfaitement raison, et nous sommes ensemble pour les dénoncer. Mais vous ne pouvez pas faire cet amalgame entre un mouvement social, entre le mouvement de Tariq Ramadan, vous ne pouvez pas faire cela. Vous êtes en permanence dans l'exagération. L'amalgame, c'est pas moi. L'amalgame, c'est pas moi. Mais si vous parlez de l'altermondialisation et vous êtes journaliste à Politis, et c'est, je crois, le directeur ou le rédacteur en chef de Politis, qui s'étonnant du fait que les socialistes n'aient pas rompu avec Israël, parce qu'il faut rompre tout lien, il faut instaurer un boycott. Eh bien, et a dit... Voilà l'exagération. Voilà l'explication. L'explication, c'est Pierre Moscovici, Strauss-Kahn et Fabius, ainsi que la journaliste ultra-sioniste Anne Sinclair. Une liste après l'autre. La liste progressiste, la liste islamiste. Voilà un peu à quoi nous sommes soumis aujourd'hui. Et je dois dire que moi, je ne nie pas l'existence d'un racisme anti-arabe en France. Peut-être existe-t-il aussi parmi les Juifs. Il doit être constamment combattu, mais pour le moment, les listes, nous sommes dessus. C'est pas nous qui en faisons. D'accord. Alors, un mot simplement. Non, simplement, ce qu'on constate maintenant dans le débat, c'est que systématiquement quelque chose est dite, elle est exagérée ou elle est généralisée. Ma condamnation, elle est la condamnation de la politique de Sharon. Vous avez dit l'État bourreau, hein? Oui, mais l'État bourreau, c'est-à-dire le gouvernement bourreau, c'est ça que ça veut dire. Non, mais attendez, je veux dire, c'est ça que ça veut dire, et dans mon esprit, les choses doivent être extrêmement claires. Et donc, de ce point de vue-là, parce que tout ce que j'écris met en évidence le fait que ma proposition, elle est celle d'une critique d'une politique. Alors, quand on dit critiquer Sharon, je veux dire, moi je suis désolé, je vous ai entendu dire dans une émission, les Israéliens, les Juifs d'Israël n'avaient pas d'autre choix que d'élire Sharon. Mais un peuple n'a pas d'autre choix que d'élire un homme d'extrême droite. Je veux dire, vous l'avez dit comme ça. Donc ce que j'aimerais simplement, de ce point de vue-là, mettre en évidence, c'est qu'il faut que nous parvenions dans ce débat-là, non pas en arriver effectivement à des exagérations ou à la disqualification de l'interlocuteur. Et quel est le processus par lequel on disqualifie? La première des disqualifications, c'est finalement la passion. Protocole des sages de Sion, crapule, salopard, fasciste, c'est tout ce que j'ai entendu depuis 2 semaines. Ça, c'est une disqualification. La deuxième des disqualifications, elle est celle de dire, dès que vous avez dit quelque chose sur le gouvernement et ses pratiques, c'est que vous remettez en cause l'État d'Israël, et donc vous êtes antisémite. On ne peut pas discuter. Et là, regardez, on peut pas. Je suis en train de parler depuis 10 minutes, et chaque fois que je parle, il dit, ça recommence, c'est pas possible. C'est pas un débat, ça. Il n'y a pas d'écoute. Et je pense qu'il faut qu'on commence par s'écouter. C'est peut-être un débat. Ça commence, oui. Monsieur Massescaron, comment vous réagissez au propos de Denis Siffert? Pardon, je voudrais le faire réagir. Il dit, ce qui nous intéresse à la démarche de Tariq Ramadan, c'est la volonté de sortir les jeunes musulmans des organisations communautaires et de s'inscrire dans le mouvement social. D'où leur rapport avec le Forum social européen qui va se tenir bientôt, donc le mouvement intermondialiste, etc. Alors, ça, vous ne pouvez pas être contre, c'est pas mal, hein? Si c'est pour trouver un pas de porte électoral, si c'est pour trouver qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Si c'est pour trouver une idéologie de substitution, parce que c'est vrai qu'une partie de la gauche à laquelle appartient Denis Siffert se trouve en string idéologique, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors, il faut absolument trouver une idéologie de substitution. Bon, on n'est pas regardant sur la marchandise, donc on va voir plutôt sur l'islamisme. Et alors c'est quoi? C'est que se créerait comme une internationale islamo... C'est l'idée vieille comme le monde sur lequel fonctionne une partie de gauche de la gauche. C'est-à-dire qu'il existe, en gros c'est fantasmé, qu'il existe un lumpen prolétariat. Oui. Hein, depuis maintenant à peu près des dizaines d'années, des décennies, une partie de la gauche fonctionne sur l'idée qu'il y a un lumpen prolétariat. Des gens très exploités, voilà, des gens qui sont les exclus de la société. Des victimes. Oui, bon. C'est l'idéologie de victime. Bon. Et il est normal qu'un jour ou l'autre, l'idéologisation de la victime de M. Denis Siffert devait trouver celle de la victime de M. Tariq Ramadan. Ça devait se rencontrer. C'est-à-dire le jeune musulman de la banlieue, c'est ça, et la victime moderne. C'est le nouveau prolo, c'est ça que vous voulez dire? Parce qu'il est tout à fait normal. Dans leur esprit, bien sûr, c'est exactement l'adéquation. Car, bien sûr, il est tout à fait logique
quand on a des difficultés financières, des difficultés sociales, il est bien sûr tout à fait logique, non pas d'essayer de trouver une autre politique, non pas d'être citoyen, non pas de se rendre aux urnes, non pas d'adhérer à un parti politique, mais bien entendu de crier mort aux Juifs et Sharon nouvelle Hitler. C'est tout à fait logique, bien entendu. C'est scandaleux. Et bien sûr tous les... C'est scandaleux. C'est peut-être scandaleux, mais à votre différence, M. Tariq Ramadan, c'est que moi je l'ai vu, que moi je l'ai vécu, que mon fils l'a vu, que mon fils l'a vécu, et je ne veux pas qu'il le revive, qu'il le réentende. Vous êtes en face de gens à qui ce genre de propos fait horreur, et le fait que vous nous les renvoyez en miroir me fait horreur. Je vous le dis. Les yeux dans les yeux, je trouve ça détestable, politicard et odieux. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec les propos. On mène un autre débat avec Finkielkraut et avec Bernheim. D'accord, mais on parle... Et si je puis me permettre d'interpréter mon propos, puisque j'en ai entendu l'exégèse, je pense simplement que nous sommes dans une mondialisation qui est aussi dans nos banlieues, qui est aussi dans nos villes. Alors il y a deux solutions. Soit on fait une ligne Maginot, avec le succès historique que cela a toujours, on ne parle pas avec... c'est le choc des civilisations, c'est le choc des civilisations à Bagdad et à Paris et dans les banlieues, etc. Où on va au contact. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller au contact avec tous les risques que ça comporte. On n'arrête pas de me dire que Ramadan, il est rusé, qu'il faut avoir une grande cuillère pour manger avec le diable, etc. J'entends ça sans arrêt. Je ne fais pas de la politique avec de la psychanalyse de bazar. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit dans son discours, quand il dit qu'il faut décommunautariser les jeunes musulmans et qu'ils aillent. C'est dans son livre. Et on ne peut discuter que sur ce qui est écrit et dit, Massé Scarron, pas avec ce que vous imputez aux uns et aux autres. Parce que là, il y a un procès d'intention. Et vous savez, l'histoire de France et la réalité de la France, elle ne se fait pas à coup d'anecdotes. On ne va pas prendre, parce que vous allez on peut en trouver 1000 d'anecdotes où des citoyens de confession musulmane sont soumis à la critique, discriminés, sont rejetés. Je veux dire, c'est pas facile d'être en France et pas facile d'être un musulman en France aujourd'hui ou un arabe. Je vais vous alors, je suis d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord avec vous que ma prochaine chronique dans le Figaro Magazine est consacrée à la tentation islamophobe. Car oui, il y a aussi une tentation islamophobe. C'est très bien. Tout à fait. Et ces gens-là généralisent comme vous généralisez, M. Ramadan. Non, je ne généralise pas. Si, bien sûr. Non, je ne généralise avec votre liste, vous n'avez pas généralisé, M. Ramadan? Non, pas du tout. Non, j'ai pris spécifiquement... Qu'est-ce que c'est? J'ai spécifiquement pris les figures les plus médiatiques, je le répète. J'aimerais dire une chose, et de ce point de vue-là, être particulièrement clair. Aujourd'hui, en France, il faut arrêter de nous présenter les banlieues françaises comme le lieu du lumpenprolétariat où il n'y a pas de réflexion. Aujourd'hui, en France, des citoyens d'origine immigrée, qu'on appelle toujours jeunes pour les infantiliser, sont en train aujourd'hui de prendre la parole. Ils sont étudiants, ils font face à de la discrimination, ils font face à de l'islamophobie, si vous voulez, ils font face à un déni de droit évident. La politique sociale, que ce soit du Parti socialiste d'ailleurs, et de la droite, n'est pas pour leur redonner et leur restituer leurs droits. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ces citoyens-là sont en train de sortir du ghetto, ils sont en train de devenir visibles sur la place publique. Et j'aimerais vous dire une chose, tous ceux-là sont pratiquement à l'unanimité en train de condamner les propos antisémites, en train de poser la citoyenneté comme un principe. Jusqu'à quand allez-vous les nier? Jusqu'à quand, parce que vous avez peur de l'islam, allez-vous dire ce sont des islamistes? Ce sont des Français de confession musulmane qui venez dans les partis politiques, venez au